Bienvenue à tous, vous êtes dans le Let's Talk Best Business, le talk show. Nous sommes donc à la salle Gaveau, c'est une salle mythique dans Paris. Suivez-nous pour savoir la suite. Ce que j'aime avant tout, c'est de créer des alliances et de créer des ponts. Depuis de très longues années, je suis très engagée sur la valorisation du capital humain, sur la valorisation des relations entre l'Afrique et la France et d'autres pays d'ailleurs, et sur la valorisation de ce qui nous unit et ce qui nous ressemble surtout. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui est très engagé dans le monde industriel ici en France, avec un mouvement qui est composé d'à peu près plus de 400 entrepreneurs aujourd'hui. Et étant au cœur du réacteur, je voyais surtout comment les choses se passaient. Et allant souvent en Afrique, voyant effectivement que l'Afrique était en quête d'industrialisation, même si l'Afrique du Nord à des usines, etc. En Afrique subsaharienne, il y a des usines, mais c'est pas encore ça. Et on sait tous, quand on prend les 30 glorieuses, etc., quand on prend la révolution industrielle dans les autres pays, on sait à quel point l'industrie est capitale et fondamentale pour la vie des gens. Fondamentale tout d'abord parce que c'est d'abord un pourvoyeur d'emplois. Quand un État transforme sur place, c'est forcément création d'emplois. Et je me suis dit, il y a beaucoup d'événements en France. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours poser le doigt sur quelque chose, interpeller, faire bouger les lignes. Je me suis dit, ça serait bien que tous ensemble, on essaie peut-être de réfléchir à cette question-là pour nos pays, en invitant des sachants, des personnes qui sont vraiment industrielles, en invitant aussi des officiels comme des représentants de pays, des ambassadeurs qui peuvent aussi parler de ce qu'il y a chez eux en termes d'industrie, comme la Guinée avec le projet Simandou ou les industries manufacturières au Bénin, etc. Pourquoi vous acceptez de parrainer un tel événement? Alors, il faut dire que depuis l'année dernière, j'ai parrainé la Journée internationale de la femme africaine parce que, comme vous le savez, le Gabon est très engagé sur les questions de femmes, sur la place de la femme dans notre processus de développement. La femme a une place centrale. Et à cette occasion, il fallait, comme vous le savez, il fallait célébrer, comme chaque année ça se fait, célébrer la femme africaine. Et j'ai été donc sollicitée par mes sœurs pour pouvoir parrainer cette journée. Donc nous avons accepté d'être là, d'être aux côtés de nos sœurs africaines pour nous célébrer la femme africaine, la femme engagée, la femme entrepreneur, la femme politique, la femme, je veux dire, dans tous les rôles qu'elle joue, la maman et tous les rôles que la femme joue dans le système de développement de nos pays respectifs. Vous entendre dans quelques instants sur la place et le rôle des femmes dans l'industrialisation du continent. Le Salon des industries africaines est une initiative du Club des diasporas africaines et des Amis de l'Afrique, créé par Kadia Silla Moisson, en partenariat avec Talent Sowek, qui est donc l'agence de conseil en stratégie de transformation et développement de l'influence que je dirige et que j'ai fondée en 2015. L'objectif de cette initiative était surtout de permettre de mettre en lumière les talents autour de l'industrie, mais surtout l'ensemble des initiatives et des réalisations qui existent aujourd'hui sur le continent. Pourquoi vous participez à cette première édition du Salon des industries africaines? Alors c'est très simple, moi j'ai un cabinet de conseil qui fait en particulier de l'audit de certification et surtout c'est que je suis auditeur sur des normes qui s'appellent Origine France Garantie et Service France Garantie et donc ces normes en particulier Origine France Garantie met en valeur l'industrie et donc c'est pour ça que je participe à ce salon, c'est pour voir un peu la dynamique qu'on peut mettre en place sur un point de vue européen mais même africain. Alors en fait aujourd'hui je pense que l'industrialisation est la clé du développement de l'Afrique et du continent africain. De ce fait aujourd'hui de faire des événements de cette envergure va permettre de réunir les personnes qui pourront créer un peu et promouvoir et à la fois aussi comment dire, être catalyseurs pour développer les industries sur notre continent africain.
Et j'ai été témoin de l'évolution rapide de la technologie et de son impact transformateur sur divers secteurs d'activité. L'Afrique, aujourd'hui, avec ses ressources humaines et naturelles exceptionnelles, a un potentiel immense pour devenir un leader mondial en matière de technologie et d'innovation. Nous allons voyager et maintenant nous allons aller en Guinée. Alors, pour schématiser la question de l'état des lieux en fait du secteur industriel à Guinée, alors je vous dirais que la Guinée, forte de ses richesses naturelles, et grâce à la dynamique mise en place depuis quelques années, renforcée davantage avec la gouvernance actuelle, mon pays donc attire de plus en plus d'investisseurs publics et privés dans le secteur industriel, moteur essentiel, comme je l'ai dit tantôt, de tout développement économique. Alors pour parler des top 3, pour le cas guinéen, on s'est focalisé sur 3 secteurs que nous considérons comme étant prioritaires pour assurer le développement industriel de notre pays. En premier, je citerai l'industrie minière et extractive. Comme vous le savez, en tant que première réserve mondiale de bauxite, 7,4 milliards de tonnes en 2022, soit 25% du stock, et deuxième producteur derrière l'Australie, l'industrie extractive et minière représente environ un tiers des recettes budgétaires de l'État guinéen. Leitmotiv de développement économique, nous avons accru les investissements dans le secteur minier et extractif à travers des projets de construction de plusieurs raffineries des mines. Nous avons d'ailleurs une histoire particulière avec ce secteur, car c'est en Guinée que la première usine d'aluminium en terre d'Afrique a été lancée. Et cette entreprise était une entreprise française, c'est la société Péchiné. On parle beaucoup de francophonie sportive, on entend énormément cela dans plusieurs forums. Pour vous, c'est quoi la francophonie sportive ? La francophonie sportive, c'est avant tout un énorme défi en matière économique et de développement économique sportif. Il y a de plus en plus de grands événements sportifs internationaux, et notamment en Afrique. Il y a eu par exemple les Jeux de la francophonie à Kinshasa, il y a 6 mois. Il y a eu bien sûr la CAN en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un formidable développement économique pour bon nombre de pays africains, et nous essayons de les mettre en relation avec d'autres pays qui ont déjà organisé des grands événements sportifs internationaux pour que tout le monde puisse avoir le savoir-faire, l'expérience et être tout de suite top dans l'organisation de ces grands événements. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Je suis ravi d'avoir été intervenant aujourd'hui. J'ai délivré une vision de l'industrie du sport en Afrique avec 3 convictions qui sont extrêmement fortes. La première, le sport business explose en Afrique. La seconde, la francophonie sportive est une force. Et la troisième, les femmes et le sport sont l'avenir du sport en Afrique, en Europe et dans le monde. C'est parti! Pour qui? Entre le Marocain, le Mauricien, le Congolais. Qui va occuper la première place? Est-ce le Mauricien ou le Sénégalais? Allo Bouédé, le Camerounais qui prend la première place. Pour moi, des industries existent. Potentiellement, il y a des industries qui vont se développer. Donc finalement, le fait de valoriser au travers d'une démarche qualité, ça permet de la mettre en valeur, de la mettre en lumière et surtout maîtriser toute la chaîne, en particulier sur le contrôle de l'amélioration continue. On l'a dit, cette thématique, elle est très importante. Vous en faites quoi par rapport à la lecture ? Moi aujourd'hui, étant dans le digital par exemple, moi ce que je vois, et c'est le rôle de mon intervention aujourd'hui, c'est de parler comment aujourd'hui la digitalisation ou des choses comme l'IA, etc. vont aider aussi dans l'industrialisation de ce continent, parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation passera aussi forcément par la digitalisation et la montée en compétence des ressources aussi sur la partie informatique industrielle. Quelle est l'analyse que vous faites au niveau des marchés africains, sur le secteur bien sûr du secteur industriel? L'analyse, elle est un petit peu compliquée à résumer en 2-3 minutes, mais les points essentiels, c'est que tout d'abord, on ne peut pas imaginer de prospérité en Afrique sans une prospérité de son industrie.
Ça, c'est un point acquis. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas imaginer une prospérité de l'industrie africaine sans qu'elle soit compétitive sur le plan international, puisque l'Afrique est ouverte sur le monde et elle doit pouvoir être compétitive à la fois en local, dans ses différents pays, mais aussi à l'international. Le quatrième point, c'est que la compétitivité industrielle de l'industrie africaine ne peut venir que si elle dépasse, je dirais, son tissu industriel actuel, qui sont ses fondamentaux, mais qui apparaissent limités dans la compétition internationale, c'est-à-dire les industries primaires, basées sur les ressources naturelles. Il faut qu'elle intègre plus de valeur ajoutée, plus de technologie. C'est très compliqué, mais je crois sincèrement que tous ceux qui pensent que l'industrie en Afrique a une formidable histoire de croissance devant elle, tous ceux qui pensent ça ont un dessein commun et il n'y a que eux qui pourront, je dirais, le concrétiser, ce dessein commun, et faire en sorte que l'industrie africaine soit un des fers de lance de l'industrie mondiale. Pourquoi cette thématique de l'industrie en Afrique est très importante pour vous? Elle est fondamentale, la thématique du sport, pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle va générer une kyrielle d'emplois pour les jeunes dans les années qui viennent. Je pense que il faut trouver des foyers de développement puisque la démographie est forte. Les industries extractives ne pourront pas absorber tous les emplois et très clairement, le sport va permettre de créer des emplois. Le sport, c'est des développements business. Le sport, c'est des jobs, des emplois plutôt dans la communication, dans le marketing, dans les grands événements sportifs. On a eu la Cannes en début d'année, on a eu Kinshasa avec les Jeux de la francophonie en août dernier, on a les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Un GESI, un grand événement sportif international, c'est à peu près 150 métiers différents. Donc le sport, c'est une solution pour le continent africain, pour l'emploi. Comment est-ce que la francophonie sportive aide au développement, bien sûr, des industries africaines? Plein de choses. Tout d'abord parce que nous avons beaucoup de très bonnes entreprises dans le domaine du sport, que ce soit dans la construction, ou que ce soit dans le matériel, ou que ce soit dans l'accompagnement de savoir-faire, dans la restauration, etc., en francophonie. Et donc ce savoir-faire est à disposition de l'ensemble des pays africains qui voudraient développer des grands événements sportifs internationaux. Et puis aussi on essaie de contribuer par l'apport d'expérience, comme je le disais, parce que organiser un grand événement sportif international, c'est lourd, c'est bourré de plein de choses techniques au quotidien qu'il nous faut absolument pouvoir dominer pour avoir une belle réussite d'un grand événement sportif international. Aujourd'hui, via l'écosystème dans lequel j'évolue, les Forces françaises de l'industrie, c'est presque 400 membres, ils viennent de lancer leur fonds industrie. Certes, c'est pour la France, mais c'est aussi de leur dire on peut faire de la croissance partagée, on peut mettre en lien ces entreprises pour qu'elles créent de la valeur, qu'elles fassent du business ensemble, qu'on puisse leur dire vous voulez investir dans une usine en Afrique, et bien vous pouvez le faire, on vous les présente, etc. Donc c'est aussi à la fois sensibiliser, à la fois éveiller les consciences et à la fois faire le go-between avec les entreprises, mais concrètement qu'on travaille ensemble, qu'on bosse ensemble, j'allais le dire, mais c'est vraiment ça, et qu'on entretienne des relations économiques. Un outil industriel, c'est pas une start-up, c'est véritablement des infrastructures qui sont lourdes, des compétences à intégrer, des chaînes de valeur à construire. C'est pas simple, mais c'est peut-être plus durable qu'une start-up, qu'une fintech. C'est peut-être aussi plus en lien avec les véritables besoins des différents acteurs économiques en Afrique. Et mes conseils, c'est de pouvoir s'adosser à des partenaires. Ecobank International a noué des partenariats stratégiques avec des agences multilatérales, des banques de développement et des sociétés d'assurance crédit qui supportent le financement du secteur industriel. Ça nous permet de proposer des solutions sur mesure à nos clients en s'appuyant sur ces partenariats. D'abord, c'est notre raison d'être que d'accompagner les grandes entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs qui ont des solides ambitions sur le continent africain. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de développement local sans un minimum de développement international, même si c'est pas facile. Et nous accompagnons tous ces acteurs par d'abord une capacité d'accès à toutes les devises africaines. On a une franchise exceptionnelle puisqu'on cote à peu près 52 devises, si je ne me trompe pas, si j'en oublie. On fait
Des corridors sur les paiements. On est un des acteurs majeurs dans les paiements entre les corridors Europe et Afrique. Voilà, on est le guichet en Europe du groupe Ecobank pour pouvoir accompagner celles et ceux qui font l'économie africaine au quotidien. Nous accompagnons les entreprises de toute taille, les PME, PMI, les grandes entreprises également, mais nous croyons fortement à une chose, c'est que le développement du continent passe et passera par le développement des PME, PMI et également par l'industrialisation de notre continent, à travers nos différents pays. Et nous avons effectivement des programmes adaptés également pour accompagner les entreprises, que ce soit pour ce qu'on appelle le cash flow, donc les besoins courants, et aussi dans le cadre des investissements, qui sont des investissements un peu plus long terme, d'où l'industrialisation. Donc on a des programmes bien adaptés, des financements adaptés pour les accompagner sur tous ces volets-là. Je voudrais partager avec vous pour finir quelques leviers que nous pensons pourraient enclencher ce rattrapage pour combler un petit peu le gap que nous avons en Afrique par rapport au reste du monde. Nous pensons tout d'abord qu'il est important de capitaliser sur les ressources naturelles du continent pour créer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée via des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan. Nous pensons également qu'il faudrait miser sur des partenariats stratégiques en utilisant la proximité géographique entre le continent et les marchés voisins pour encourager les opérations de coproduction et développer l'industrie locale. Il faudrait aussi s'appuyer sur les nouvelles technologies pour intégrer la chaîne de valeur en faisant preuve d'une grande souplesse en termes de production et ainsi contourner les problèmes d'infrastructure. Il faut bien évidemment, qu'on ne se le cache pas, également améliorer le climat des affaires en proposant un environnement attractif pour les investisseurs étrangers et en minimisant les freins à l'investissement. On peut le constater aujourd'hui sur le continent, beaucoup de pays ont commencé à emboîter le pas et aller dans ce sens-là. Pourquoi prendre des entreprises américaines? Pourquoi prendre des entreprises chinoises? Pourquoi prendre des entreprises indiennes alors qu'on peut rester en francophonie puisque nous avons un très bon savoir-faire? Et par exemple, sur la canne, en Côte d'Ivoire, il y avait une entreprise francophone qui a fait 50% des terrains de la canne. Et si je prends les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il n'y avait qu'une seule entreprise francophone. Les autres étaient américaines, chinoises, turques et indiennes. Pourquoi? On a du savoir-faire. Autant valoriser notre savoir-faire entre nous. En plus, on parle français. Et en plus, on a le même type de contrat juridique, ce qui facilite la tâche. Donc, confiance, contrat juridique. Tout est là pour que les territoires de la francophonie viennent s'aider, s'épauler les uns les autres. Ce que j'ai envie de dire aux industriels africains, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, alors j'ai rien à leur apprendre, et évidemment, c'est des entreprises qui continuellement s'innovent, se réinventent, c'est de dire aussi, donnez de la chance aussi aux jeunes, faites-les rentrer dans vos industries, montrez-leur comment ça se passe, parce qu'on a une idée assez fausse de l'industrie, il faut le réfléchir en fonction de nos réalités culturelles et de nos réalités terrain. C'est ouvrir vos portes pour que les jeunes qui ne savent pas pour des orientations connaissent le monde industriel et que aussi peut-être au niveau des gouvernements, qu'on change aussi au niveau de comment l'industrie est présentée dans l'enseignement supérieur, etc. L'industrie, c'est beaucoup le travail de la main. C'est le travail du faire, le verbe faire, F-A-I-R-E. Donc c'est aussi valoriser ces métiers. C'est aussi des gens qui travaillent dans l'industrie, qui n'ont pas forcément de certification. Imaginez des diplômes certifiantes. Avec le Ghana, la Côte d'Ivoire produit, ces deux pays produisent 70% du cacao mondial. Et ces deux pays ont mis en place une politique commune de gestion du cacao, tant au niveau du prix aux paysans que des rapports avec les exportateurs et les gros industriels du secteur, les chocolatiers. En quoi est-ce que la conformité et l'éthique peuvent impacter sur ces aspects-là?
Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de mettre en lumière les conséquences des risques de non-conformité, notamment en matière de blanchiment de capitaux, corruption éthique. L'un des premiers points que je pourrais aborder, c'est les pertes de revenus financiers, de revenus fiscaux qui sont liés au risque de non-conformité, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment de capitaux, en fait, vient réduire considérablement les revenus fiscaux d'un gouvernement. Ce qui en fait se traduit comment ces fonds-là, les fonds illicites vont passer en dessous des radars de l'administration fiscale et ça peut être considéré comme l'une des causes aux difficultés économiques qui sont rencontrées dans certains pays. En deuxième point, je pourrais citer le ralentissement des investissements étrangers. Lorsqu'une économie ou un secteur financier est connu pour être compromis en matière d'éthique, en matière de corruption, en matière de lutte anti-blanchiment, ça impacte significativement les investissements étrangers directs dans le pays. Une autre des conséquences qui indirectement a finalement un impact sur l'industrialisation et le développement économique de l'Afrique, sur ces aspects-là, pourrait être également l'impact que la lutte anti-blanchiment pourrait avoir sur les institutions financières dans la mesure où elle va venir les affaiblir. Je m'explique, les institutions financières sont des acteurs majeurs de l'économie dans tous les pays et le fait qu'une institution financière ne dispose pas d'un programme ou d'un dispositif visant à prévenir ou à détecter tous les actes de blanchiment peut conduire en fait à des lourdes sanctions financières pour elle, voire à la perte de sa licence, ce qui vient impacter la solidité et la stabilité du système financier du pays en question. Et l'un des derniers points que j'aborderai ici et qui est non négligeable, c'est le risque de réputation d'un pays. Lorsqu'un pays, une réputation négative pour un pays en matière de corruption, d'éthique, de blanchiment, a une conséquence sur sa croissance et son développement économique. Premièrement, l'accès aux marchés mondiaux pour les investisseurs et les entrepreneurs de ce pays-là peut être très réduit du fait des systèmes de contrôle ou de la surveillance accrue qui est liée à cette réputation négative. Et un deuxième point serait également tout ce qui est relations de correspondance bancaire. Établissement des relations avec les banques correspondantes se trouve également difficile à établir lorsque le pays en question a une réputation négative. Donc c'est d'autant de freins ou d'éléments qui viennent impacter l'industrialisation et le développement de l'Afrique. Et comment est-ce que votre filiale qui est liée à la structure aide concrètement les économies africaines? Alors donc, qui parle de l'économie africaine, qui parle de développement et qui parle d'industrialisation de l'Afrique, parle de mouvement d'argent. Alors donc, EcoBank est un guichet unique qui facilite non seulement le transfert d'argent, mais qui facilite aussi la possibilité pour les membres de la diaspora de pouvoir ouvrir des comptes dans leur pays d'origine. Et parce qu'au fait, il y a pas mal de membres de la diaspora qui veulent envoyer de l'argent, qui veulent investir au pays. Et alors donc EcoBank, et qui parle des investissements, qui parle de développement, qui parle de financement, parle en quelque sorte d'une relation bancaire. Alors donc EcoBank est là et qui parle de relation bancaire parle aussi d'ouverture de compte. Donc et une fois que EcoBank facilite cela, la possibilité de pouvoir ouvrir des comptes à distance. Donc à partir d'ici, par exemple, à partir de la France, les immigrants travailleurs africains peuvent ouvrir des comptes dans la filiale EcoBank de leur pays d'origine. Mais si vous ouvrez un compte et que le compte n'est pas alimenté, ça ne sert à rien. Alors donc EcoBank facilite alors avec cette possibilité de transfert d'argent, avec sa solution propriétaire pour alimenter votre compte au pays. Donc ce n'est jamais vous dans l'industrie parce qu'un guichet unique qui facilite non seulement l'ouverture de compte au pays, mais qui vous propose aussi la plateforme, la solution de pouvoir alimenter votre compte au pays. Donc c'est ça que la diaspora africaine recherchait et c'est ça que EcoBank présente. La digitalisation, on le dit, c'est un pilier important du développement de l'économie africaine. Vous en parlez tantôt. Quel est le message que vous donnez à toutes les personnes qui vont participer à cet événement, peut-être ceux qui viendront aussi nous voir sur Vox Africa? Aujourd'hui, il faudrait, au-delà des industries, ramener en amont
tout ce qui va être école, travailler de plus en plus sur de nouvelles technologies, voir comment aujourd'hui on peut développer des plateformes peut-être aussi d'e-learning pour accélérer massivement la digitalisation à la fois de nos services et à la fois surtout des personnes, parce que le but c'est de former des gens qui seront présents sur le continent pour travailler sur le continent et pas forcément de faire toujours appel à des forces externes. Donc il faut vraiment qu'on développe de manière forte l'éducation autour de ces thématiques-là pour aider derrière à l'industrialisation du continent. On a un continent à fort potentiel. J'ai rappelé tout à l'heure le potentiel que nous avons au niveau de l'or, par exemple, où l'Afrique a 40% de réserves d'or, 12% de pétrole, 90% de platine, une richesse incommensurable. Mais il ne faut pas se contenter de juste exporter, il faut à un moment donné passer à la phase de transformation pour apporter de la valeur ajoutée et ensuite exporter. Peut-être qu'ici on peut aussi investir dans des choses, pourquoi pas dans des commerces, pourquoi pas dans des industries, pour justement gagner en force économique, en finance, pour demain investir aussi dans nos pays. Donc c'est ce changement de paradigme que j'ai souhaité faire avec des amis, je ne suis bien sûr pas toute seule. Et mon pays, la Côte d'Ivoire, s'est résolument engagé dans ce programme parce que nous savons, il n'est pas inutile de rappeler que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao avec 40% de la part de marché. Premier producteur africain de café, premier producteur africain de palmier à huile, d'anacarde. Et donc, avec une très faible valeur ajoutée en raison de la faiblesse de la transformation de ces matières premières. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire évolue bien dans son programme d'industrialisation et de transformation de ces matières premières. Pour quelques chiffres, nous étions en 2012 à environ 18%, 20% du taux de transformation de cacao. Nous sommes aujourd'hui à plus de 35% et nous envisageons les 50% d'ici 2030. Sur toutes ces matières premières, noix de cajou, EVA, palmier à huile, la Côte d'Ivoire conduit son niveau de transformation à au minimum 50% d'ici 2030. Donc, sur 4-5 ans, nous devons être à au moins 50% du taux de transformation. Ceci pour capter une bonne part de la valeur ajoutée. L'ambition et le pari de cette première édition du Salon des industries africaines à Paris était surtout de pouvoir, grâce à des regards croisés, mettre en lumière l'expertise des ambassades, l'expertise des financiers et sur le terrain, en lumière un certain nombre d'initiatives qui démontraient qu'aujourd'hui l'industrie est un sujet clé, tant sur le développement économique que sur le développement des partenariats et que c'est un levier essentiel pour le développement du continent, qu'il soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Un mot pour finir pour les organisateurs de cet événement-là. Alors, je suis heureux que de jeunes Africains, des dames, des hommes se mettent ensemble pour réfléchir. On travaille sur le même continent avec les mêmes informations, à savoir que c'est le premier continent au monde à receler de matières premières, c'est le seul continent au monde à exploiter le moins ces matières premières. Il faut que nous passions à l'action. On a déjà identifié les problématiques. Il faut maintenant agir. Ce n'est pas l'action qu'on va faire changer les choses. Ce n'est pas l'action. Si on n'agit pas, si on ne transforme pas leur quotidien, on ne fera pas. L'adage dit qu'une marche de 1000 pas commence toujours par un premier pas. Donc, on ne va pas ressasser les mêmes problématiques à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur d'année. On fait des choses et puis après, quels sont les résultats? Alors là, François Fanon l'a dit, chaque génération doit savoir identifier son combat et l'assumer ou le trahir. Alors, les idées sont déjà là, nous devons agir. Nous devons agir. Et j'ai rappelé le conseil que le président Foubaïne donnait à des jeunes opérateurs en leur disant que ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est la vision. Et ce sont les hommes. Vous avez la vision, vous avez des ressources humaines, l'argent vient tout seul. Il faut avoir la vision, il faut projeter. Et j'ai pensé qu'il faut créer
des instances d'action. Pour qu'on soit... Si on n'agit pas, eh bien, le continent ne changera pas. Vous venez donc de suivre cette belle émission sur le premier salon des industries africaines. Je vous dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko était encore à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt.